Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma playlist bourse. Alors, ce que je voudrais dire en préambule, c'est qu'il faudra être un petit peu indulgent parce que c'est pas un exercice que je fais régulièrement. Et là, ce que je vous propose, c'est plus de vous attacher au fond qu'à la forme. Bon, j'y trouve aussi mon intérêt parce que c'est pour moi aussi une façon de factualiser un peu les choses et les ordonner surtout. Donc dans cette présentation, je vais vous partager le résultat de mes investigations à propos d'un sujet sur lequel je travaille assez activement ces derniers temps parce que je le juge important. Et il s'agit de l'impact de notre psychologie dans le monde du trading, mais aussi dans le monde de la finance de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre psychisme engendre des biais de comportement. On appelle ça aussi des biais émotionnels ou cognitifs. Et bon, on verra un petit peu dans les détails tout ça un peu plus tard. Et ça se traduit concrètement par une déformation de la réalité. Et c'est l'ensemble de ces notions qui sous-tend ce qu'on peut trouver aussi sous l'appellation de finance comportementale par ailleurs. Alors, ça n'a pas été généralisé dans ce document, mais on se doute bien que ça va bien au-delà du monde de la finance et du trading, et que d'une manière globale, l'ensemble de nos prises de décision, quelles qu'elles soient, en fait, sont subordonnées à l'application de cette espèce de miroir déformant. Bon, là, on commence par une slide rayée, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc cette slide regroupe les grandes familles de trading. Alors, tout le monde sait qu'il existe une pléthore de façons de trader. J'ai visionné des centaines de vidéos de traders de renom, et même si j'ai vu pas mal de styles différents, je suis assez convaincu d'en avoir vu que la partie émergée de l'iceberg. Donc d'une façon générale, chaque méthode, chaque stratégie de trading a ses louangeurs et ses détracteurs, avec des arguments pour et des arguments contre, tous discutables ou pas d'ailleurs. Et débattre de ce sujet n'apporterait pas grand-chose de plus. Par contre, les biais cognitifs, c'est quelque chose qui est unanimement reconnu, enfin par les traders qui ont un peu de bouteille, comme étant l'une des principales raisons des mauvaises statistiques de performance des traders non expérimentés. Donc l'idée dans cette présentation est donc petit 1 de faire prendre conscience de ces biais en les mettant en évidence au travers d'exemples concrets, et en petit 2 de s'appuyer sur des données objectives, c'est-à-dire des données mathématiques, peut-être de nature probabiliste ou statistique, pour donner un cadre à nos prises de décision. Bon, maintenant on va voir les biais cognitifs, ceux qui nuisent à la pensée rationnelle. Donc il en existe beaucoup. Ici j'ai recensé juste ceux qui me paraissaient les plus pertinents. Donc on va commencer par le biais de confiance excessive. Donc l'excès de confiance est l'un des biais psychologiques impactant le plus les traders, notamment lorsqu'ils connaissent une série de trades gagnants. Je pense qu'on a tous vécu ça. Ce biais caractérise en fait votre tendance à surestimer vos capacités et connaissances. Donc sous l'effet d'un sentiment de surconfiance, vous pensez avoir tout compris, et vous finissez par prendre des mauvaises décisions de trading car vous pensez contrôler une situation et vous êtes sous l'influence de l'optimisme du moment. Donc ensuite, il y a les aversions aux pertes. Alors l'aversion aux pertes est souvent synonyme d'une crainte plus importante des pertes que de la recherche de gains. Donc ce biais se reflète dans la tendance d'un trader à préférer éviter les pertes à tout prix plutôt que de se concentrer sur la façon de faire des profits. Et en général, in fine, ça se traduit par une prise de profit trop tôt, bien souvent même, et une concrétisation des pertes trop tard. Donc ensuite, on a le biais de confirmation, et on l'a vu, il est souvent difficile pour les traders et investisseurs de faire des analyses de manière objective, surtout lorsqu'ils doivent faire face à un biais de confirmation. Donc un biais de confirmation, c'est la tendance d'un investisseur à rechercher ou à prendre en compte principalement les informations qui confirment ses analyses, en ignorant toutes les autres, celles qui pourraient contredire ou discréditer ce que l'investisseur pense. Donc ensuite, on a le biais de représentativité. Donc pour prendre une décision de trading ou d'investissement, on base notre jugement sur nos connaissances et les quelques recherches qu'on a pu faire ici ou là. Et on peut dire qu'en règle générale, une décision est souvent basée sur un nombre limité d'informations, celles qu'on considère comme les plus représentatives d'une situation donnée, et finalement on base toute notre décision là-dessus. Ensuite, on a ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Alors, le biais d'ancrage, ça influence notre vision d'une situation en donnant plus de poids à la première information trouvée, peu importe la pertinence de cette information, et finalement ça devient le point de référence, similaire à une encre.
Et sous l'effet de ce biais d'ancrage, on va comparer les autres informations à celles que nous avons trouvées en premier, et encore une fois privilégier les premières informations. Ensuite, on a le biais de disponibilité. Alors, le biais de disponibilité, c'est un raccourci mental, et pour ceux qui veulent briller dans les salons, c'est aussi ce qu'on appelle un heuristique de jugement. Donc, il influence la façon dont nous allons analyser une situation et prendre des décisions qui seront finalement en fonction de la facilité, de la rapidité à laquelle ces informations nous remonteront. Donc l'investisseur qui est sous le coup de ce biais va plutôt privilégier un mode de raisonnement en surestimant les informations qui lui viennent directement à l'esprit, plutôt que des informations issues de recherche objective. Ensuite, on a le biais d'autocomplaisance. Alors, investir en bourse, c'est accepter que vous n'allez pas toujours avoir raison et que vous allez subir des pertes. Et le biais d'autocomplaisance, c'est la tendance qu'un investisseur a de s'attribuer tous les mérites des résultats positifs et blâmer les éléments externes lorsque les résultats sont négatifs. Je pense que tout le monde a vécu ce biais cognitif qui montre que nous attribuons la cause d'un résultat dans notre intérêt. Ensuite, il y a le biais de cadrage. Alors, le biais de cadrage, ça décrit une situation dans laquelle un investisseur va être davantage influencé par la façon dont une situation est présentée, son cadre donc, plutôt que par les faits qui lui sont présentés. En gros, si un investisseur voit les mêmes informations présentées différemment, alors il arrivera à une conclusion différente, en fonction donc de la façon dont les opportunités lui sont présentées. Et on verra un peu plus tard à travers quelques exemples. Ensuite, il y a le biais rétrospectif. Alors le biais rétrospectif n'est pas trop dangereux, celui-ci décrit la façon dont l'investisseur pense à tort après coup qu'il avait raison sur un résultat et qu'il le savait depuis le début. A posteriori, donc influencé par ce biais, il pense qu'il est évident que la situation se soit passée comme elle s'est produite. Et enfin, on a le comportement moutonnier. Bon, je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. C'est la mentalité du troupeau. C'est un biais psychologique qui caractérise les investisseurs qui suivent et copient les décisions d'autres investisseurs, notamment les plus célèbres, sans prendre en compte leur objectif ou leur plan d'investissement. Et dans ce cas, ils sont davantage influencés par leurs émotions que par une analyse indépendante qui pourrait entraîner une prise de décision autonome et probablement très différente. Alors, moi, j'ai mis en rouge les biais sous l'influence desquels je pense être le plus. Alors moi, ce que je vous invite, c'est à faire le même exercice, et ce de manière objective. Alors ça, c'est, compte tenu de ce qu'on vient de dire, ça va pas forcément être très évident. Et je vous propose de pointer les biais qui potentiellement auraient le plus grande influence sur vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur le sujet, j'ai mis un lien un petit peu plus bas, donc je vous invite à aller le consulter. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec quelques exemples. Alors, pour que ce soit un petit peu plus marrant, dans ce premier exemple, et dans les suivants aussi d'ailleurs, j'ai mis en scène 3 personnages, Monsieur Racioni, Monsieur Biconi, et Monsieur Dils. Monsieur Racioni est très réfléchi, et en général, il prend des décisions objectives et étayées. Monsieur Biconi, lui, c'est ce qu'on pourrait appeler un instinctif, il prend souvent ses décisions assez rapidement. Et enfin, on a Monsieur Dils, alors lui, c'est un petit farceur, lui, il propose souvent des options un peu tordues. Donc, dans cet exemple, voilà ce que propose Monsieur Dils à Monsieur Racioni et Monsieur Biconi. Ils se sont bien comportés et ils méritent une petite gratification. Donc, comme il est assez farceur, il propose 2 options pour recevoir cette gratification. La première option, donc c'est l'option A, c'est de recevoir 1000 € de manière sûre, tout de suite. Et l'option B, dans laquelle il propose de ne rien recevoir avec une probabilité de 20%, sinon 2000 €. Donc là, l'idée, c'est de vous livrer à ce petit exercice en mémorisant le choix que vous auriez fait, sans trop réfléchir. Et vous pouvez éventuellement faire une pause sur la vidéo, la réponse arrive juste après. Alors, quelles sont les réponses de nos 2 personnages? Monsieur Biconi n'a pas voulu prendre de risque. Rappelez-vous, aversion au risque. Il a choisi assez rapidement et naturellement, donc, l'option A. Il n'a pas trop à s'en vouloir, c'est, d'après une étude de Daniel Kahneman et Amos Tversky, donc j'ai mis la référence un peu plus bas, c'est le choix qu'aurait fait 4 personnes sur 5. Monsieur Racioni, qui ne souffre d'aucun biais, lui a bien entendu choisi l'option B.
Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut démontrer assez facilement que statistiquement, et donc d'un point de vue purement mathématique, en supposant bien entendu que M. Bicconi ne soit pas à la rue, c'est effectivement M. Racioni qui a fait le bon choix. En effet, la moyenne statistique de M. Racioni est de 1600 euros, c'est-à-dire 600 euros de plus que M. Bicconi. Et vous, vous étiez plutôt Bicconi ou Racioni? Un autre exemple qui, j'espère, va vous montrer à quel point nos sens peuvent nous jouer des tours. Donc là, Monsieur Racioni et Monsieur Bicconi ont fait une grosse bêtise et doivent recevoir une amende. Donc Monsieur Dill, donc le petit farceur, il propose à nos deux compères les deux options suivantes. Alors, la première option, donc l'option A, c'est de payer 1000 euros tout de suite, payer l'amende de manière sûre. Et l'option B, c'est de ne pas payer l'amende avec une probabilité de 20%, sinon 2000 euros. Donc encore une fois, on va faire une pause sur la vidéo pour savoir ce que vous aurez répondu, et je viens avec la réponse juste après. Donc, voyons maintenant ce qu'ont répondu nos deux compères. Donc, Monsieur Bicconi, comme 9 personnes sur 10, c'est du moins ce que précise le rapport de Daniel Kahneman et Amos Tversky. Bon, ils ne veulent pas payer l'amende, et ils ont finalement choisi l'option B. Alors pourquoi l'option B? Parce que c'est la seule qui donne la possibilité de ne pas payer l'amende. Monsieur Racioni a rapidement fait son petit calcul et a plutôt choisi l'option A. Donc je pense que vous avez dû aussi choisir l'option A. Pourquoi? Parce que je vous ai conditionné depuis le départ. Vous savez que la réponse la plus évidente, c'est pas forcément celle qu'il faut choisir. Donc là, rappelez-vous, vous tombez un petit peu dans le biais de cadrage. Et donc, si on revient à notre petit exercice, pourquoi M. Racioni a raison? C'est parce qu'il a fait son petit calcul de probabilité, et il s'est aperçu que s'il prenait l'opération B, il aurait potentiellement 600 euros de pertes supplémentaires par rapport à l'option A. Donc, si on continue à gratter dans l'analyse réalisée par la référence donnée un peu plus bas, donc, et là, on ne fait pas sous forme d'exercice, je vous donne carrément les résultats. Les statistiques donnent, enfin, c'est un sondage qui a été fait auprès de plusieurs individus, 86% des personnes sondées préfèrent gagner 1000 euros avec une probabilité de 90% plutôt que 2000 euros avec une probabilité de 45%. Pourquoi? Parce que c'est là où la probabilité de gain est la plus importante, alors que finalement, si on fait une analyse du point de vue purement mathématique, c'est strictement équivalent. D'un côté, vous avez 1000 euros, mais vous avez 2 fois plus de chances de gagner par rapport aux 2000 euros qui sont à 45% de probabilité. Et finalement, si on renverse le problème, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de gagner, mais de perdre, là tout se renverse, c'est-à-dire que 92% des sondés préfèrent perdre 2000 euros avec une probabilité de 45%. Alors c'est 2000, mais je pense que ça a été 3000, ça n'aurait pas changé grand-chose. La seule chose qui a importé pour eux, c'était le 45%. 45% est plus faible que 90%. Et donc, effectivement, il préfère cette option plutôt que de perdre 1000 euros à 80%. Et là encore, mathématiquement, c'est strictement équivalent. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que là, le raisonnement se renverse complètement. Et là, c'est une manifestation assez flagrante de l'aversion au risque. Et ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que c'est ce biais qui est un des principaux responsables de la piètre performance de la plupart des traders. Donc là, je vais vous proposer un dernier petit test, enfin un dernier test dans le domaine de la perception de ce qui est quantifiable. Donc là, on va se remettre dans le contexte où M. Racioni et M. Bicconi méritent une récompense parce qu'ils ont fait du bon travail, par exemple. Et là, M. Dill, ce qui est toujours aussi compliqué dans sa tête, il va leur faire 2 propositions pour leur remettre cette somme. Alors la première proposition, donc la proposition A, il va leur proposer de leur donner 1 centime le premier jour, et ensuite de doubler cette somme au jour suivant, c'est-à-dire passer à 2 centimes, doubler encore cette somme le jour d'après, c'est-à-dire le 3e jour donner 4 centimes, ensuite 8 centimes, etc. Et ce pendant 31 jours. Et en option B, ce qu'il va leur proposer, c'est de leur donner 1 million d'euros cash. Donc là, encore une fois, ce que je vous propose, c'est de faire une pause sur la vidéo, de réfléchir 2 à 3 secondes, sans faire de calcul, bien entendu, et de donner votre réponse. Et la réponse, justement, arrive juste après. Alors, passons à la slide résultat et l'analyse objective du problème. Donc, Monsieur Bicconi, comme la majorité des gens, et tout comme moi d'ailleurs, lorsque j'ai fait ce test, il a choisi l'option B. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quels sont les écarts enregistrés par le compte de Monsieur Racioni par rapport à celui de Monsieur Bicconi au bout du 31e jour, parce que lui, il aura choisi l'option A. Donc, au premier jour, Monsieur Bicconi... Ok, il reçoit son million d'euros, voilà, alors il peut s'acheter sa Tesla, il peut aller dans un resto de bonne facture, etc. Il commence à se payer des choses assez intéressantes pour lui.
Alors que M. Racioni, lui, il n'a reçu qu'un centime d'euro. Donc autant dire qu'il ne peut pas faire grand-chose avec ça. Au 5e jour, c'est pas beaucoup mieux. Il a reçu 16 centimes d'euros. Par contre, au 10e jour, il commence à être content parce qu'il peut commencer à caresser l'espoir voilà, d'aller se faire un petit repas au McDo. Et finalement, au bout de course, qu'est-ce qu'il voit arriver sur son compte? C'est 10 millions d'euros. Alors, 10 millions d'euros, c'est 10 fois plus que ce qu'a gagné M. Biconi. Donc on voit que ça a été très très vite. Alors pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths, alors si ça va aussi vite que ça, c'est parce que c'est ce qu'on appelle une loi de progression géométrique. Dans ce type de loi, l'argument il est à l'exposant de la fonction, c'est-à-dire que vous avez des croissances exponentielles. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce test, parce que moi j'ai fait une rétro-analyse de ce qui s'était passé quand j'ai commencé à le faire, c'est qu'en fait ce que j'ai vu moi c'est centimes, millions, millions c'est beaucoup plus que centimes, et puis du coup j'ai choisi la réponse B. Et en fait j'ai complètement occulté la loi qui était derrière, alors qu'en fait c'est des lois que je connais parfaitement. Et ça, dans le monde du trading, c'est très intéressant parce que, en fait, quand vous faites des investissements, vous faites des placements, surtout des placements à long terme, etc., c'est typiquement ce genre de loi qui se cache derrière la progression de votre portefeuille. Donc voilà. Alors, on va passer à un autre petit test. Alors, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il va mettre en évidence un biais qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc, alors là, Monsieur Dils va poser un certain nombre de questions à Monsieur Racioni et Monsieur Biconi. Donc, en l'occurrence, Monsieur Dils, ça va être moi. Et là, si vous voulez faire le test, ce que je vous suggère, c'est de répondre juste après que j'ai posé la question et au rythme où je vais. Donc, on y va. Première question. Quelle est la couleur de l'os? Quelle est la couleur d'un nuage? Quelle est la couleur de la neige? Quelle est la couleur d'une feuille de papier? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Et que boit la vache? Voilà, je pense que vous avez à peu près toutes les réponses en tête. On passe à la suite. Passons à la rubrique réponses. Donc là, Monsieur Racioni, comme d'habitude, il n'aura fait aucune erreur. Mais Monsieur Biconi, il s'en sort plutôt bien. Il se sera trompé qu'une seule fois sur la question F. Et oui, il a répondu que la vache buvait du lait, alors qu'en fait la vache boit de l'eau. Donc je vous dis tout à l'heure que j'aimais bien ce petit test parce qu'en fait il est assez révélateur de ce qu'on peut subir dans notre environnement. Donc on est abreuvé généralement d'informations qui racontent toutes un peu la même histoire à travers les différents médias qu'on peut écouter ou subir. Et quand on doit faire un choix, alors ça peut être dans l'investissement, dans le trading, mais dans tout autre domaine, en général, on a un choix qui est assez différent du choix qu'on aurait pu faire si on avait fait notre propre analyse en restant dans notre coin et en n'écoutant rien du tout. Donc voilà, ce biais est vraiment à garder en tête parce qu'il peut vraiment nous influencer dans nos prises de décision et ce ne sera pas forcément dans la bonne direction. Alors, la courbe de satisfaction, qu'est-ce que c'est? Alors, en étudiant le bien-être des individus, alors Kahneman et Tversky, toujours les mêmes, ils ont tracé une courbe, dite courbe de satisfaction. C'est celle qui est présentée dans cette slide, elle a aussi appelée courbe d'utilité, si on veut parler plus langage économiste. Donc, cette courbe retranscrit la façon dont est gérée l'émotivité des investisseurs moyens face aux gains et aux pertes. Alors, ce qu'ils ont montré, notamment, c'est que le dépit ressenti par une personne confrontée à une perte d'argent était supérieur au plaisir associé pour un gain d'un montant équivalent. Autrement dit, la perte de 100 € affecte davantage la personne que le gain équivalent. Et alors ce qu'ils ont démontré également, c'est que les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, autrement dit qu'on soit en gain ou en perte, s'estompent avec l'amplitude des montants engagés. Alors, on l'a bien compris, cette courbe retranscrit la façon dont est gérée l'émotivité des investisseurs face aux gains et aux pertes. Et ce qu'on peut voir à travers cette courbe et peut-être expliquer, c'est la manière dont se comportent les marchés. Donc, imaginons par exemple que vous preniez un trade. Donc, vous êtes sur le point A, vous allez prendre un trade, vous n'avez pas de gain au départ. Imaginons que les choses se passent bien, le marché est en croissance, donc petit à petit, vous allez prendre des gains. Donc vous passez du point A au point B, donc là vous avez une satisfaction qui va être quand même assez importante, malgré le fait que vous avez gagné que 250 €, sachant que le final va être de 2000 sur notre courbe. Ensuite vous allez passer du point B au point C, donc là vous allez avoir aussi un regain de plaisir, mais qui finalement aura une amplitude
bon, à peu près équivalente au plaisir qu'on a eu de passer de A en B, alors que le gain est supérieur. Et même chose, on va passer de C en D, on va gagner 1000 euros et on va avoir une amplitude à peu près équivalente. Donc là, ok, tout se passe bien, vous ne lâchez pas votre trade, vous êtes dedans. Et maintenant, imaginons, on commence à avoir une correction de marché. Donc ça vous fait passer de D à C. Bon, vous regardez vos gains, vous regardez votre émotivité. Bon, vous allez avoir une certaine baisse au niveau de du plaisir ressenti par rapport au gain sur cette action, mais rien de catastrophique. Ensuite, vous allez passer de C en B. Donc vous allez avoir un déplaisir supplémentaire, alors que la somme que vous avez perdue finalement est inférieure à celle que vous avez perdue juste avant. Et globalement, le déplaisir va être équivalent à ce que vous avez eu juste avant. Et ensuite, dès que vous allez passer en dessous du point B, donc vous dirigez vers le point A, donc là ça va devenir de plus en plus douloureux. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez prendre la décision de couper votre trade, c'est-à-dire vous allez faire votre sell at market, parce que vous êtes en mode un peu panique. Et donc vous allez faire chuter le cours, donc ça va descendre encore plus bas. Il y a certainement d'autres traders qui ont pris le trade au même niveau que là où vous avez pris le vôtre, qui vont avoir la même réaction, et vous allez avoir une espèce d'effet d'avalanche, et vous allez passer de l'autre côté de la courbe, où là on s'aperçoit que finalement la décroissance est beaucoup plus rapide. Et ça explique relativement bien pourquoi les corrections sur les marchés sont en général 2 à 3 fois plus rapides et violentes que les hausses. Voilà, donc je pense que c'est une courbe qu'il faut vraiment garder en tête parce que je trouve qu'elle donne une très très bonne explication à ce qu'on peut remarquer en termes de comportement sur les marchés financiers. Alors, on en arrive à la conclusion. Donc là, je vais reprendre mes quelques petites notes et puis je vais essayer de vous remettre ça un petit peu en forme, une espèce de synthèse. Donc, on l'a vu, les individus sont soumis à des biais psychologiques qui peuvent être des biais émotionnels ou des biais cognitifs. Donc, les biais émotionnels, on comprend ce que c'est tout ce qui est lié à l'émotion, une situation qui vous fait peur, vous êtes en panique, donc vous allez réagir en fonction de cette panique. Et inversement, la situation vous paraît conforme à ce que vous avez l'habitude de voir, donc là, vous allez avoir un état d'esprit plutôt positif, etc. Et vous avez les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, ce sont ceux qui sont liés à l'influence des croyances et des connaissances. Donc ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est qu'une grande partie de notre jugement va souvent trouver ses racines sur des principes qui ne sont pas forcément rationnels. On est soumis à des influences qui peuvent venir de tout notre parcours, qu'il soit scolaire ou professionnel, ou des différentes formations qu'on a pu suivre. Mais ça peut aller bien plus loin. Alors, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, ça peut remonter à l'enfance, voire la petite enfance, et ça peut être aussi fonction des différents traumatismes qu'on a pu subir. Et si finalement on regarde quel est le dénominateur commun de ce qui caractérise un peu tous ces biais psychologiques, c'est qu'ils sont la plupart du temps déclenchés par un rejet de l'incertitude et du risque. Et c'est vrai qu'en général, et en particulier surtout en particulier dans le monde du trading, ce qu'on cherche à faire, c'est de réduire cette complexité et la turbulence du monde avec des raisonnements qui parfois peuvent être assez simplistes, parce que ça nous rassure, au lieu d'embrasser la situation dans sa globalité, quoi. Donc si on reste dans le monde du trading et de l'investissement de manière générale, ces biais cognitifs, on pourrait dire ces espèces de croyances, parce que finalement ça revient à ça, peuvent être à l'origine d'une erreur qui provoquera donc là un biais émotionnel. Donc là ça peut être une peur, une panique, ou alors au contraire provoquer un excès de confiance, donc un sentiment d'invincibilité. On a tous vécu ça, j'imagine, enfin en tout cas moi c'est sûr, qui va vite nous conduire à surestimer nos capacités. Bon, on l'a bien compris, ces travers peuvent causer des décisions réfléchies et doivent être éliminés, donc c'était un petit peu le sujet de cette présentation. Et on sait aussi que le comportement ou l'état du marché vont également influencer le trader. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui vont intervenir. Et parmi les erreurs les plus fréquentes commises par les traders, il y a tout d'abord une gestion hasardeuse des pertes qui pousse les traders à ne pas couper leur position perdante, bon, ça on entend sans arrêt parler, ou alors de procéder à des techniques de moyen-âge à la baisse en disant ouais là j'ai un meilleur prix donc je vais recharger, etc. Et tout ça, ça peut se révéler catastrophique pour le portefeuille en bout de course.
Donc si on prend le cas des traders inexpérimentés, ils peuvent aussi avoir tendance à se précipiter un petit peu trop, devenir impulsifs ou adopter un comportement pour se sécuriser moutonnier. Et là encore, au lieu de poser un raisonnement personnalisé, rationnel de la situation. Et ce qui peut se passer également, c'est que si les attentes ne sont pas satisfaites, ça peut faire en sorte que le trader entre dans un état de douleur émotionnelle, et qu'il soit, se mette même, qu'il soit voire même dans un état de choc psychologique, et aller, dans les cas extrêmes, jusqu'à pousser le trader dans un comportement d'autodestruction. Donc moi, si je prends mon cas personnel, je pense avoir plus ou moins vécu une bonne partie des situations que je viens de décrire. J'ai grillé jusqu'à 30 à 50% de mes premiers comptes de trading. Et même si ça, c'était assez douloureux, à la fin, vous ne voulez plus rien, vous touchez plus à rien, parce que quoi que vous fassiez, vous avez le sentiment de faire des bêtises. Et le plus dur dans l'histoire, c'est d'arriver à recabler son cerveau, parce qu'il faut vraiment le recabler, pour qu'il puisse raisonner froidement, comme une machine. Bon, là, vous l'avez compris, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors, ce que j'espère, c'est que les 3 ou 4 informations que j'ai couchées dans cette présentation, alors, il en manque, hein, vous seront aussi utiles qu'elles l'ont été pour moi. En tous les cas, si vous ne deviez garder qu'une image en tête, ce que je vous propose, c'est de garder en tête celle de la courbe de satisfaction ou d'utilité, voilà, c'est comme ça qu'elle est appelée par les économistes, et de vous en rappeler, c'est-à-dire que lorsque vous suivrez un trade, ou que vous gérez un portefeuille, posez-vous la question à chaque fois de savoir où vous en êtes dans le cycle, et ça, normalement, ça devrait vous permettre de remettre un peu de rationalité dans vos prises de décision. Voilà, bah écoutez, je vous dis ciao et puis à bientôt.